Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Ford suite à une vidéo que j'ai vue passer, c'était aussi en première page de CNBC, un média spécialisé sur la bourse aux États-Unis, un des plus connus. Et c'est Ford qui fait des annonces sur leur nouvelle version de véhicules électriques qu'ils vont concevoir en partant de zéro. Et j'ai vu beaucoup de choses qui me plaisent. Et Ford, c'est une entreprise que j'avais regardée il y a très longtemps, de souvenirs, il y avait de la dette, mais c'était une entreprise quand même qui, pour de l'automobile, s'en sortait jusqu'à présent. Et on va essayer d'aller regarder un petit peu les chiffres ensemble ensuite. Pour information aussi pour les membres de la communauté, vous avez la vidéo que j'avais fait il y a quelques jours sur les analyses quantitatives de Dassault Systèmes, ServiceNow, Booking, S&P Global et SAP. Et pour Dassault Systèmes, on l'avait aussi fait sur YouTube pour ceux que ça intéresse, que j'ai reçu pas mal de messages dessus. Et pour ceux qui veulent rejoindre pour avoir accès à des vidéos au-delà de YouTube et à une communauté d'investisseurs où on échange au quotidien, aussi accès à mes alertes d'achat et de vente, prix cible, analyse d'actions, etc. N'hésitez pas, c'est sans engagement, pardon. Et si au bout d'un mois ça vous convient pas, ben on peut simplement repasser que sur YouTube, sachant qu'on continue les deux. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil d'investissement, je le répéterai toujours, je pense que c'est important. On attaque sur Ford. Je démarre avec cette vidéo en disant bravo pour la remise en cause et l'envie de se battre. Je vois des choses qui me plaisent. J'ai écouté la vidéo en entier, elle dure 14 minutes, je crois, quelque chose comme ça, et très intéressant ce qu'ils veulent mettre en place. Et j'espère que ça va les aider à monter les marges, notamment les marges brutes. On sait que dans l'automobile, elles sont généralement assez basses. Je pense que ça va être le cas chez eux aussi. À savoir que j'ai juste le document financier, je suis allé voir un petit peu juste le chiffre d'affaires. J'ai vu qu'il était monté un petit peu entre 2024 et 2025, mais j'ai rien à noter. On va faire tout ça ensemble. Comme ça fait une vidéo un petit peu plus live, interactive, où je vous découvre les choses au fur et à mesure avec vous. Et j'espère que ça va aussi aider à relancer les ventes et à rembourser de la dette, parce que je me rappelle qu'il y avait pas mal de dettes. J'avais regardé, mais c'était il y a longtemps. On attaque. Alors, ils veulent concevoir un véhicule électrique en partant de zéro, notamment pour optimiser le poids. Oui, parce que c'est très important dans les véhicules électriques, puisque le plus le véhicule est léger et le plus il est optimisé en ce qui consomme de kilowattheures par kilomètre à une vitesse donnée. Et le mieux c'est pour le véhicule, surtout au niveau des marges, parce que vous mettrez moins de batterie. Il retravaille l'aérodynamique, etc. Ensuite, il nous parle aussi d'ajustement over the air, donc des mises à jour à distance. Extrêmement bonne nouvelle de pouvoir tenir le véhicule à jour dans le temps, aussi bien sur les contrôles, donc les ECU, en gros l'intelligence du véhicule. Avant, ils avaient plus de 30 boîtiers de contrôle, ils veulent passer à 5, ce qui va aussi réduire grandement le nombre de câbles. Et en fait, il y en avait 30 parce que pendant très longtemps, les fabricants de voitures en fait sont plus des assembleurs de voitures avec énormément d'entreprises qui leur fournissent des composants et donc c'est assez peu intégré verticalement, ce qui fait que ça communique mal entre par exemple la commande moteur, l'ABS, les commandes des phares, etc. Et ils veulent regrouper ça le plus possible, ce qui est pour moi clairement dans le bon sens, ça va dans le bon sens. Je vois beaucoup de positifs, hein, ça fait plaisir. Ils nous disent aussi best part is no part, pardon, je me reprends. Donc en gros, si on peut ne pas mettre une pièce, on ne la met pas. On sait que pendant longtemps sur les véhicules électriques, on avait pris en gros des bases de voitures thermiques et on remplaçait les éléments par d'autres, à mettre les batteries dans le coffre à la place du réservoir, à mettre un moteur électrique à la place d'un moteur thermique. Sauf que quand vous avez la concurrence en face qui part d'une page blanche de zéro et qu'on soit des véhicules pour être électriques au départ, forcément, si vous partez avec un historique, ça se ressent dans les marges, dans l'efficacité du véhicule, dans la dynamique, dans les performances, etc. Pareil, il nous parle enfin de pièces structurelles injectées. Tiens, je connais ça, notamment avec les gigapress qui ont été instaurés depuis pas mal de temps chez d'autres entreprises. Et vous les voyez ici, je les ai entourés en bleu à l'avant et à l'arrière. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, bien longtemps maintenant, hein, sur le fait que pour moi c'est logique d'éviter au plus possible d'avoir énormément de mécanos soudés sur les châssis, si on peut faire de l'injection avec les technologies qui nous permettent de le faire aujourd'hui. On va gagner en poids, on va gagner en temps, on va gagner en espace en usine. Ça a quand même pas mal d'avantages. Alors il y a des petits désavantages, notamment sur la réparabilité, ça peut se débattre, certes, mais d'un point de vue fabrication et marge, surtout à grande échelle, je veux dire, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie, j'ai fait par exemple de l'injection plastique. Quand on parle de millions de pièces par an, on va pas faire de l'usinage. On va injecter autant que possible, on va essayer. Il y a peut-être des cas où on est obligé d'usiner, mais voilà, on a des procédés de fabrication qui sont très intéressants pour les économies d'échelle, notamment l'injection, avec des grosses presses dans ce cas-là, autant le faire. Donc bravo à eux qui s'y mettent, c'est très bien. Et pareil, enfin, il parle aussi d'utiliser les batteries de façon structurelle, avec un pack de batteries structurel. Excellent. D'un point de vue de l'ingénierie, c'est très très bien. Et cette image ici que j'ai entourée en bleu, vous la reconnaîtrez parce qu'il y a déjà des concurrents qui le font.
et ils repartent d'une page blanche et ça fait plaisir à voir. Ils vont aussi mettre une architecture 48 volts, très intéressant. Vous ressortirez les équations pour ceux qui les ont déjà vues, mais globalement, si vous montez le voltage, vous pouvez passer la même quantité à section plus petite, donc beaucoup moins de cuivre, beaucoup moins de poids, encore pas mal d'avantages. Pareil, il nous parle de faire de la gestion de la recharge, de gérer les différentes batteries, de toutes les commander et de les vérifier en termes de température, de charge, etc. pour pouvoir optimiser et la durée de vie dans le temps et les vitesses de charge. Excellent qu'il le fasse. Vraiment, en fait, repartir de zéro, en fait, partir d'une feuille blanche. Et je pense que c'est très bien. Et ils ont raison de s'inspirer. Vous voyez, par exemple, là, les batteries, je les reconnais. Il y a pas mal d'entreprises en Chine qui ont ce format de batterie. Il y a aussi les batteries rondes qui existent. Il y a plusieurs formats, mais c'est bien. C'est plus des batteries à poche où on en met 3-4 dans le coffre et où ça surchauffe, ça charge mal, etc. Non, là, on commence à faire des choses pertinentes d'un point de vue de la conception. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est bien qu'ils s'y mettent parce que la concurrence en face, elle est là, on le sait. Et bravo à Ford pour ça. Et le seul point qui m'a manqué dans la vidéo, j'aurais aimé qu'ils nous présentent leur système de conduite autonome. Alors est-ce qu'ils sont en train de le travailler en arrière-plan, qu'ils n'en parlent pas encore, etc. C'est possible. Mais c'est vrai que moi, dans l'automobile, ça fait partie des points qui m'intéressent, de rajouter au maximum de technologie. En gros, je l'ai déjà souvent dit, passer d'un produit industriel à un produit plus technologique. La fameuse analogie, alors, ce qu'on appelle les consumer electronics face à l'industriel, donc faire sur des produits qui soient de plus en plus assemblables, un peu comme un ordinateur ou un téléphone, avec des blocs qui viennent s'assembler, des composants principaux, pour tout simplement gagner de la place en usine, gagner du temps et surtout pouvoir monter en cadence et en produire toujours plus sur une ligne de fabrication. Et j'aurais bien aussi aimé les entendre parler un petit peu de conduite autonome parce que ça c'est ma vision des choses, je pense que l'assistance à la conduite, etc., ça peut aider, ça peut sauver des vies, et c'est plus pour moi le futur que, entre guillemets, quelque chose qui va pas exister. C'est pas est-ce que c'est qui et quand on le fera. Voilà un petit peu, mais franchement, positif, ça fait plaisir, qu'ils se battent, qu'ils veulent mettre les choses en place. C'est une entreprise qui existe depuis longtemps, qui a fait beaucoup de choses magnifiques dans l'automobile, et j'espère vraiment que ça va aller pour eux. On va aller regarder les chiffres aussi d'ailleurs. Et petite information qui est sortie en même temps, le premier véhicule aussi de cette Tesla, j'en parle de Tesla parce que je l'ai en portefeuille, et parce qu'ils ont aussi une stratégie un petit peu comme ça, de construction de véhicules, qu'ils avaient lancé à l'époque. Et j'avais fait des vidéos dessus d'ailleurs, de souvenirs, oui, j'en ai fait des vidéos dessus, c'est sûr. Et ils viennent de sortir leur premier Cybercab, donc leur véhicule à 2 sièges destiné plus à être un véhicule pour des transports type VTC, Uber, etc., qui est sorti de la ligne de fabrication. Ils ont annoncé qu'ils commençaient à fabriquer plus en série à partir d'avril. On verra au niveau des délais. Surtout que quand vous lancez une nouvelle fabrication, une nouvelle ligne en partant de zéro, ça met du temps à monter en cadence, donc je m'attends pas à des gros volumes au début. Mais voilà, c'est aussi sorti comme info, donc intéressant dans le monde de l'automobile, il se passe pas mal de choses en ce moment. On passe maintenant rapidement au PDF, résultat pour l'année entière 2025. Rapidement, juste, est-ce qu'on a des guidance? Après, je vais directement dans les documents financiers, la vidéo va être longue, on est déjà pas mal de temps. Ok, on attaque. Est-ce qu'ils nous mettent des prévisions? Ils nous prévoient... C'est où? Ici. On est en 2025, on vient de passer en 2026. Ils nous parlent d'EBITDA, ils nous parlent de free cash flow de 5 à 6 milliards, ça c'est cool. Des capex de 9 à 10 milliards, donc ça va investir, bonne nouvelle. Par contre, il n'y a pas de chiffre d'affaires, pas de prévision de chiffre d'affaires, ok. Et on va aller voir ce qu'il a fait l'année d'avant, directement dans les docs financiers. Chiffre d'affaires 187 milliards cette année, 184 l'année d'avant, 176 l'année d'avant, donc ça fait des croissances qui doivent être quand même assez faibles. Je vais aller regarder sur le petit logiciel que j'utilise souvent pour l'avoir en croissance annuelle composée. Je veux principalement utiliser les documents financiers parce que quand les résultats viennent juste de sortir, c'est pas à jour dans l'instant, ça met quelques jours. Au niveau du chiffre d'affaires, sur 10 ans, 11 ans, 10 ans, 2% de croissance par an, d'accord. Et depuis 2023, ouais, de l'ordre de 2-3%. Bon, 2% sur le très long terme, 3% actuellement, je pense qu'on va partir sur des taux de croissance certainement de 3%. J'essaierai de faire une petite projection à la fin, même si à mon avis au niveau de ma conclusion, je vais me poser des questions sur l'innovation, etc. Mais on peut quand même essayer de s'en remplir un si ça peut aider. Au niveau des marges brutes, donc cost of sales, ils sont ici. Ah ouais, c'est faible, c'est sûr. 174 milliards pour 187, ça fait des marges brutes qui doivent être largement sous les 5% même. Si je vais regarder l'année d'avant, en 2025, ah bah non, elles ont déjà été rentrées dans le logiciel. Ouais, 5%.
Ouais, marge brute très faible. Donc quand vous avez 5%, 5,8%, difficile d'aller gagner de l'argent derrière. Et d'ailleurs, ok, ils ont brûlé du cash. Bon, ça je vais le voir dans les documents. Bah vous voyez, j'ai même pas fait gaffe, parce que je ouvert en direct, j'ai dit cette vidéo, je l'ai pas. Enfin, je découvre les chiffres avec vous. Ils ont marge nette négative, ils ont brûlé de l'argent. Donc il n'y aura pas de PER, hein. Du coup on oublie. Au niveau du cash et cash équivalent, 23 milliards en stock, 15 milliards d'inventaire, l'inventaire monte. Euh, alors, ils l'ont pas appelé dette long terme et court terme, on dirait qu'ils l'ont appelé Ford Credit. Ok, on est sur du 89 milliards de dette long terme et 50 milliards de dette court terme. Ok, je me souvenais qu'il y avait de la dette, je me souvenais pas qu'on dépassait les 100 milliards. Et j'ai détruit, j'avais juste avant de l'entreprise que j'avais regardé avant, j'avais mis la dette long terme. Bon, bah, du coup, je vais le recréer, je l'ai cassé en direct avec vous, mon petit graphique. Ah, vous la retrouvez ici, hein, 100 milliards, et ouais, il y a de la dette. Bon, je m'en doutais un peu, mais c'est à noter. Au niveau de la trésorerie, est-ce qu'on l'utilise pour rembourser de la dette cash issue des opérations 21 milliards, capital spending, j'imagine que c'est les capex 8 milliards. Donc il y a du free cash flow, donc ça c'est positif. On rachète pas d'actions, la dette est montée, et il est où le dividende? Il paye un dividende, je pense. Il est là le dividende. Et ils peuvent payer leur dividende. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ils peuvent payer le dividende et ils réinvestissent. Et on le sait, hein, il faut qu'ils investissent. Bon, globalement, c'est ce à quoi je m'attendais. Faible croissance, marge faible. Et peut quand même payer le dividende, rembourse pas la dette. Parce que difficile, parce qu'il faut investir et parce qu'on génère pas beaucoup de cash. Je me demande ce que ça va donner au niveau des valos. Allez, on va regarder ensemble. Bonne question. Si mon internet veut bien charger. Ok. Ça nous mettrait des valeurs très basses. Prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,3, prix par rapport au flux de trésor à 4,5. Et sur 10 ans, prix par rapport au flux de trésor, une médiane à 4,5. Ok, on va mettre ça dans mon fichier. C'est ce que le marché paye historiquement, donc 5 grand max si je suis généreux. 7 et 10, on pourrait monter, mais sans je le savais, hein, croissance faible, je m'attendais parfaitement à ce que ça se paye pas plus de 10 fois les free cash flow, mais 5 c'est même bas. Au niveau croissance, j'ai mis 3. Vous pourriez mettre 4 ou 5% si vous pensez qu'ils vont réussir à faire plus de ventes. Et au niveau du chiffre d'affaires, alors je vais aller chercher du coup. Il était à combien Il est où 187, 267 en millions. 187, 267, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0. Et je vais aller chercher les actions en circulation. Du coup, je vais aller chercher directement sur le logiciel vu qu'elles sont déjà pré-remplies. Je demandais au moins 10% par an. Et au niveau des marges, entre 4-5%, 6% une très bonne année. Marge faible, croissance faible, on le sait. Mais ça se paye pas cher du coup, hein. C'est pour ça qu'on va avoir le prix à payer. Mais alors après, attention, là je vous donne un prix à payer, mais il va falloir faire beaucoup de qualitatif. Je vais forcément vous en reparler en conclusion. Ici, je vais prendre les actions en circulation. Ça rachète un petit peu récemment. Ok. On va mettre un petit peu de rachat d'actions. 0,5. Ok, 7 dollars. Je sais même pas combien elle cote. J'ai pas regardé. Enfin, c'est même passé devant les yeux, mais je l'ai pas vu. Et si je mets 5% de marge, peut-être 9. Après 6% de marge, ça fait aller chercher loin, hein. Vous pourriez monter la croissance. Je vous fais plusieurs scénarios parce que chacun aura sa vision des choses. Historiquement, sur 10 ans, ils ont fait 2% de croissance. Donc si je leur mets 4 sur toutes ces années, ça fait beaucoup. J'espère qu'ils passeront pas en décroissance ni rien parce que là, ce serait fin de l'analyse pour moi. Ouais, grand max, même en mettant de la marge. Enfin, 5% de marge. On met autant de marge que ce qu'on peut sur l'automobile. 5 fois les free cash flow, ouais, 10. Si vous payez ça 7 fois les free cash flow, vous monteriez à 13 peut-être. Ok. Et elle était à combien cette boîte? 14. Ouais, c'est un peu. Ça a l'air d'être un peu. Ouais, c'est peut-être un peu élevé. Je vous avoue que je fais la vidéo. Vous avez ma réaction en direct. Je pense qu'il y aura eu 3-4 dans cette vidéo, max. 3-4 peut-être. Quand je réfléchis à ce que je vais dire après. Ah, elle s'est bien appréciée récemment. Sur 3 ans, elle s'est un tout petit peu appréciée. Sur 5 ans, ok, elle a été bien montée en 2021. Et avec le dividende réinvesti, tenez, je vais regarder parce que ça payait un dividende. Oui, on l'a vu tout à l'heure, ça le paye. Ouais, non, oui, non, mais par rapport au S&P 500, ça sert à rien de comparer. Et elle nous fait un plus 74% en 10 ans avec les dividendes réinvestis, et sans les dividendes réinvestis, plus 12%. Donc ça va qu'il y a eu du dividende. Ça a aidé un petit peu. Écoutez, je vais taper ma conclusion.
Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo, mais ça fait plaisir. Ils ont l'air de vouloir se battre. Alors, c'est pas parfait, hein, il n'y a pas de croissance, enfin il y a peu de croissance, peu de marge, mais ils ont l'air de vouloir se battre dans un secteur de l'automobile qui est en grand changement, ça fait pas mal de temps que j'en parlais. Et donc voilà, je vais vous retrouver pour la conclusion. Du coup, chiffre et valorisation, on a regardé ensemble. C'est difficile pour moi de conclure, donc je revois les chiffres avec vous. Je savais pour la dette, marge, je m'en doutais un peu, croissance du chiffre d'affaires, je l'avais pas trop en tête. Difficile pour moi de conclure, pas pour des raisons quantitatives, j'ai fait les chiffres avec vous, ça a l'air un peu cher sur le papier, mais pas énormément. Après, en même temps, c'est des ratios de prix très faibles, des marges faibles, des croissances faibles. Donc, dans tous les cas, la valo est basse. Mais c'est normal, en fait. Enfin, ça me choque pas. J'aurais besoin surtout de voir du concret. C'est-à-dire que moi, je trouve ça super et je veux être très positif parce que ils font certainement partie des entreprises qui pourraient s'en sortir. Et vraiment, je le souhaite à toutes les entreprises. Mais ils ont l'air de vouloir faire plein d'actions en place qui ressemblent à ce que fait la concurrence aussi bien en Asie qu'aux États-Unis sur d'autres boîtes. Et j'aime beaucoup voir ça. Et j'aurais besoin de voir des actions concrètes, c'est-à-dire ce véhicule, ils l'ont annoncé dans la vidéo, ils parlent de 2027. Donc est-ce qu'on va avoir ce véhicule? Est-ce qu'il va sortir comme ils l'annoncent autour des 30 000 dollars? Est-ce qu'on va avoir de la mise à jour à distance? Est-ce qu'ils vont nous intégrer de la conduite autonome ou de l'assistance au moins à la conduite? Je serais curieux de savoir tout ça parce que ce serait super positif. Et ça me rassurerait beaucoup sur le futur du chiffre d'affaires et sur le futur des marges. Marges qui montraient et peut-être permettraient de s'occuper de cette dette au lieu de payer un dividende pour aller un petit peu rembourser la dette. Ce serait hyper intéressant. Ils ont le même dilemme que beaucoup de constructeurs de l'automobile, euh, avec un fort besoin d'innovation, mais j'aime bien parce qu'ils en parlent. Même eux, ils en parlent dans la vidéo, sauf de la conduite autonome, mais bon. Déjà, c'est dur de tout parler dans une vidéo, donc peut-être qu'ils y travaillent en arrière-plan. Ça, vous le verrez dans le qualitatif. Allez regarder dans le qualitatif, allez regarder les conférences destinées aux investisseurs, etc. Ce genre de questions a dû être posé par les analystes. Mais ils essaient d'innover en parallèle. Et vraiment, il y a vraiment ce besoin d'innover pour moi parce que c'est bête ce que je vais dire, mais si vous avez des produits attrayants parce que vous avez innové et investi, ben, ça donne envie de les acheter, donc ça vous permet de monter les prix, faire monter le chiffre d'affaires. En plus, si les volumes repartent, ça peut remonter encore plus et surtout une meilleure capacité à fixer les prix. Tout simplement parce que des prix plus attrayants, des produits plus attrayants, donc on peut monter les prix. Et aussi parce que si on améliore ses procédés de fabrication, ses usines, en réduisant l'empreinte au sol, en ayant des nouveaux procédés, en fabriquant en masse, avec des économies d'échelle, eh ben on peut monter les marges aussi. Et ce serait super intéressant parce que qui dit monter les marges dit qu'on pourrait dérisquer l'entreprise à commencer à rembourser pas mal de dettes. C'est une transition qui est difficile à faire, surtout qu'il y a de la concurrence qui part de zéro en face, donc eux, il faut aussi qu'ils fassent table rase sur une partie de leur business, tout en conservant l'ancien business qui leur fait gagner beaucoup d'argent maintenant, avec les véhicules à essence, diesel standard. Mais au-delà du prix, voilà, je vous ai fait des projections avec plein d'hypothèses différentes de croissance et de marge, et vous pourrez faire les vôtres. Je vous invite évidemment toujours à faire vos analyses, chacun prend ses propres décisions. Mais ça fait plaisir de les voir faire ces annonces, et si ces annonces se transforment en actions et derrière en produits sur le marché qui plaît aux consommateurs, ce serait une excellente nouvelle. Voilà, vidéo super positive, dans le sens que j'ai vu la vidéo et je me suis dit super, faisant une vidéo parce que ça va dans le bon sens. En tout cas, c'est ma vision des choses, je pense que ça va dans le bon sens. Et s'il continue à mettre des belles actions en place comme ça et tout, on pourrait le suivre, surtout si je venais à mettre plus de croissance, si je vois du positif ou plus de marge. Moi, j'ai rien contre. C'est un secteur que j'aime beaucoup, le secteur du transport. Je dis bien du transport, pas que de la vente de voitures, parce que je pense qu'il va se passer des choses. Et s'ils font partie de cette transformation, chacun se fera ses propres convictions sur si est-ce qu'elle aura lieu ou pas. Je vois des actions possibles et franchement intéressant. Par contre, ouais, il faut qu'ils montent les marges et le chiffre d'affaires dans le futur parce qu'il faut s'occuper, je pense, un petit peu de cette dette quand même, tout en continuant à investir. C'est pas simple et j'espère vraiment qu'ils vont réussir. Bah, c'est une vidéo comme je les aime bien, un peu plus technique, avec pas mal de choses que j'ai vues dans les usines, pas d'automobile forcément, mais j'ai fait de la grosse industrie lourde, j'ai fait aussi des matériels beaucoup plus électroniques, industriels, etc. Donc ça fait plaisir, j'adore analyser ces boîtes parce que les procédés de fabrication et tout, c'est quelque chose qui me passionne. Je vous souhaite une excellente journée à tous, pour ceux qui veulent en rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.